Bonjour à tout le monde, on est le 18 décembre et alors on vient de dire qu'on est très content parce que pour la première fois on nous demande, d'habitude c'est nous qui demandons, demander quoi? On va le savoir tout de suite puisque nous avons avec nous deux élus qui veulent aussi et encore être élus. Il s'agit d'élus municipaux et ils veulent être élus territoriaux puisque, comme chacun sait, il y a des élections territoriales qui ne s'appellent plus cantonales ni départementales en mars 2015 et c'est pour ça qu'ils sont là. Mais bon, je plaisante, mais on vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu nous demander et de venir à Canal Pourpre, d'abord parce que comme ça on existe et on adore exister à Canal Pourpre. Je vous ai quand même rappelé par courriel, on vous a rappelé par courriel que nous étions une télévision de tiers secteur, qui ne veut pas dire grand-chose pour tout le monde, mais je rappelle qu'il s'agit d'une télévision ni privée ni publique et qui ne tient qu'à la bonne volonté de ceux qui la font, puisque notre slogan c'est « Votre télé, faites-la ». Alors vous participez à tort ou à raison, ou à votre corps défendant ou non, en tout cas à cette télévision que l'on fait par soi-même, puisque voilà, vous nous avez demandé de venir, c'est vraiment sympa et nous on est très contents que vous soyez là. Alors tout le monde vous connaît peut-être à Bergerac, mais peut-être pas en Australie, jusqu'où nous sommes évidemment diffusés. Donc je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre, peut-être honneur aux dames, et puis ensuite on parlera de cette fichue élection territoriale et de la réforme qui va avec. Oui, bonjour. Donc, je suis Christiane Delpont. Je suis élue dans l'opposition à la mairie de Bergerac et je suis élue à la CAB dans l'équipe de Dominique Rousseau. Donc, le président de la CAB. Vous avez 2 mandats déjà. J'ai 2 mandats à titre bénévole, bien sûr, je tiens à le préciser, puisque dans l'opposition, nous ne sommes pas subventionnés et à la CAB, je n'ai pas de mandat de délégué. Ah. Donc, attendez, voilà. Vous êtes alors à la CAB, vous êtes... À la CAB, je suis simple élu de la CAB et je participe à 2 dossiers qui sont le dossier culture et le dossier tourisme, mais je n'ai aucune délégation et donc je n'ai pas de subvention non plus à la CAB pour mon mandat d'élu. Non, mais je tiens à le préciser parce que les gens, voilà. Hein. Non, mais donc vous n'avez, ma question c'était, vous n'avez pas été élu officiellement délégué communautaire dans la liste des municipales. Mais on ne choisit les délégués qu'après l'élection globale. Mais ils étaient cochés quand même. Oui, mais enfin bon, moi, je ne suis pas maire d'une commune du territoire de Bergerac et de son territoire. Donc c'est après coup que les élus de la CAB ont dit on va aussi nommer des gens qui ne sont pas délégués mais qui vont assister ou participer. Participer aux commissions. Participer aux commissions, d'accord. Bon, tout le monde a bien compris. Alors votre fonction pour les territoriales? Alors, je serai suppléante remplaçante de Madame Simonet, qui est donc la candidate PRG de notre équipe. D'accord. Et vous, quand vous dites candidat élu de l'opposition à la mairie, ça veut dire socialiste ou PRG? Alors, je suis de la société civile. Ah, vous n'êtes ni socialiste ni donc, PRG. Je ne suis ni socialiste, mais je soutiens l'équipe socialiste depuis 7 ans. D'accord. Donc voilà, je ne suis pas cartée dans aucun parti. Mais j'ai une tendance... Comme chacun sait aussi, Canal Pourpre retransmet tous les conseils municipaux. Et vous, comme vous êtes tout à fait à côté du PS, j'avais cru que vous étiez PS. Non, mais je soutiens quand même l'équipe du PS depuis toujours. D'accord, ok. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Ruet, à vous. Oui, donc Fabien Ruet, moi j'ai 35 ans. Je suis aussi conseiller municipal d'opposition et conseiller communautaire, mais... Bon, le conseiller communautaire n'est pas un mandat, ça c'est la loi qui fait ça. Je ne suis pas délégué non plus, c'est-à-dire je ne suis pas au bureau. Si c'est pas un mandat, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une fonction parce que la CAB est un établissement public, c'est pas une collectivité locale. C'est là où est la nuance. D'accord. Donc un établissement public de coopération intercommunale, donc ça veut dire que les élus des communes se réunissent pour travailler ensemble. Mais c'est une fonction élective quand même. Alors maintenant, c'est une fonction élective, mais c'est pas un mandat. Et quand on est
n'est pas délégué, ça veut dire que, comme pour la ville où il y a des adjoints au maire, le président de la CAB peut choisir un certain nombre de vice-présidents ou de délégués qui vont devoir gérer un certain nombre de questions. Par le passé, j'étais délégué à l'urbanisme, par exemple. À la ville, oui. Voilà, et à la communauté d'agglomération. Depuis le nouveau mandat, je suis simple conseiller communautaire dans la majorité, puisque c'est une majorité plutôt de gauche, donc je suis dans la majorité. Et au conseil municipal, je suis dans l'opposition. D'accord. Donc avec Christiane, moi je suis socialiste, je ne m'en cache pas, mais nos 4 candidats pour ces élections territoriales reposent sur l'idée que le Parti socialiste seul n'est pas suffisamment représentatif aujourd'hui pour pouvoir prétendre à se qualifier pour le second tour, mais surtout pour essayer de faire lien avec la population. Lorsqu'on s'est vu lors de notre dernier entretien, je vous ai dit que ce qui comptait pour moi maintenant, c'est de s'engager au plus proche des citoyens. Donc ce que j'ai proposé, notamment aux camarades du Parti radical de gauche, c'est qu'ils ne partent pas en dissidents ou qu'ils ne partent pas tout seuls, qu'on essaie de se regrouper, et qu'aux côtés de Christiane Delpont et de Thierry Larel, notamment nos remplaçants, on puisse ouvrir à des gens qui avaient une représentativité dans ce qu'on appelle la société civile. Et ça aussi, c'est un peu l'originalité de notre candidature, puisque sur les 25 cantons du département, nous sommes les seuls à proposer cette candidature d'ouverture et de rassemblement à gauche. Enfin, excusez-moi, on va peut-être pas entrer dans la cuisine électorale, ce que tout le monde pense être une cuisine électorale, mais avant vous étiez par exemple allié au Front de gauche ou au Vert, je ne sais pas, ça s'est pas fait cette fois-ci. Alors la difficulté, c'est qu'il n'y a que 4 noms et 2 titulaires. Notre ami Armand Zaccaron, par exemple, sur la Force, qui est Front de gauche, Parti communiste, a choisi de s'allier avec le Parti socialiste. Donc localement, ça veut dire qu'effectivement, Armand Zaccaron sur la Force ou nous sur Bergerac, on a quand même une représentativité assez large de la gauche. Le danger de cette élection, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui sur toutes les partielles qui ont lieu, c'est que notre électorat, l'électorat de gauche, est un électorat qui fait grève. Et à partir de cette grève de l'électeur, c'est sûr qu'il va falloir se remuer pour aller les chercher et les convaincre. Oui, il y a fait, comme vous dites, faire grève, c'est l'abstention. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'une grève, mais c'est une expression intéressante. L'électorat fait grève, oui, on voit ça un peu partout en effet. D'accord. Bon, très bien, vous avez fini pour votre présentation. Donc on va passer à cette fichue élection territoriale. On disait là en micro tout à l'heure que, enfin moi je fais partie des gens qui disent c'est fou quoi, on sort d'une élection, il faut déjà préparer la suivante. Et comme c'est un peu toujours les mêmes qui s'y mettent, ma foi, peut-être la grève des lecteurs n'est pas indifférente à ce genre de choses aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste pour la démocratie locale, l'exercice de la démocratie locale, si chaque élu, une fois élu, ne pense qu'à être élu une nouvelle fois, ou bien ailleurs, ou bien une deuxième, troisième, quatrième fois, enfin le fameux cumul des mandats. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus avant qu'on passe aux choses sérieuses, si j'ose dire, c'est-à-dire ces nouvelles élections territoriales? Oui, je pense que avoir le désir d'être élu, c'est surtout avoir le désir d'agir pour son territoire. Et quand on a la chance d'avoir des liens avec l'économie locale ou l'attractivité locale, je crois qu'il faut user de tous ces liens et mettre tout en route et tout en œuvre pour sortir de là ce territoire. Mais vous ne craignez pas la monopolisation personnelle du pouvoir, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit sans doute pas d'un grand pouvoir, mais enfin tout de même, est-ce que cette monopolisation, c'est toujours Madame Delpont qui est élue municipale et qui se présente au territorial, quoi. Je crois qu'il faut quand même connaître un minimum les dossiers. Pour les défendre, il faut les connaître. Donc quand on a déjà une expérience d'élu, on a la chance de connaître un peu les dossiers et d'être ouvert à tout ça. Donc je crois que c'est plutôt une chance. À l'objection qui est maintenant courante, enfin, bien sûr il y a l'argument technique que vous dites, bien sûr personne ne vous en veut, bien sûr, mais qu'est-ce que vous dites de cette absence de partage du pouvoir, quoi, de cette pseudo-démocratie participative dont on nous rebat les oreilles sans jamais la mettre en œuvre? On n'a jamais rejeté qui que ce soit pour venir à nos côtés s'investir sur cette dimension-là. Malheureusement, on le voit, chaque fois qu'il y a une élection, on manque de jeunes.
D'accord. On manque vraiment d'investissement de la jeunesse. Et dans les bureaux de vote et dans l'investissement politique. C'est pour ça que j'ai tenu à soutenir une équipe jeune, notamment avec Fabien, et qui est là pour représenter l'ensemble de cette génération-là, des 30-35 ans, qu'on voit très peu. Oui, c'est paradoxal parce que il a parlé de grève, parce que la grève est un acte positif, enfin c'est une volonté. Donc d'un côté on dit les citoyens qui s'abstiennent sont volontaires en réalité en politique, et vous nous dites oui mais quand on leur demande ils sont plus là quoi. Enfin bon, pas assez. C'est l'engagement. Ouais, après on n'est pas des cumulards en ce qui nous concerne. D'abord parce que ce soit Christiane ou moi ou Thierry et Jacqueline nos remplaçants, nous n'avons jamais été candidats, tête de liste à quelque élection que ce soit. On n'a jamais été candidat au régional, on n'a jamais été candidat au départemental, on n'a jamais été candidat aux élections nationales, que ce soit les législatives ou les sénatoriales. Donc on est vraiment dans ce rapport de proximité. Et je pense que notre candidature est en tout cas celle du renouvellement. Parce que voilà, c'est un nouveau cycle politique qui commence. Faut pas oublier... Vous avez quand même fait 6 ans à la mairie de Bergerac, vous étiez fort présent. Oui, mais je pense que c'est important aussi que pour les électeurs, pour les Bergeracois, ils vont devoir choisir leur conseiller territorial, celui qui va les représenter à Périgueux et qui va devoir défendre le territoire à Périgueux. Il est important qu'ils sachent que ma relative jeunesse par rapport à la moyenne d'âge des candidats qui me seront opposés est quand même compensée par une certaine expérience pendant ces fameuses 6 années. Moi, je fais mon retour d'expérience. J'ai fait des bêtises comme tout le monde, par excès d'anticipation dans les premiers mois, les premières années de mandat. L'euphorie du pouvoir, je l'ai eu peut-être dans les 6 premiers mois du mandat municipal, et puis après, avec le principe de réalité, on commence à se forger une carapace. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une capacité d'indignation encore intacte. Et ça, je pense qu'on a encore l'énergie pour le faire. Vous avez fait des erreurs, dites-vous. Ça s'est vu quelque part, je veux dire. Pour rire, mais je crois que tout le monde se rappelle du plan de circulation qui avait été tenté en septembre. Ah oui, un fiasco célèbre. En septembre du première année de mandat. Bon, on avait promis le développement de la ville, on avait obtenu les bouchons d'une très grande ville. mais là aussi, parce qu'effectivement, on a péché par excès. On voulait aller vite, on voulait agir. C'est pas ce genre d'erreur. C'en est une, par exemple. Et là, moi, je plaide effectivement coupable parce que on en a retiré des expériences. Parce qu'on a vu effectivement quels étaient les points faibles de la circulation à Bergerac, notamment tout ce côté ouest de la ville qui se bloquait au moindre petit problème. Mais voilà, ça par exemple, c'est l'euphorie des premiers mois et des premières années. Non mais d'accord, on va pas non plus... je voudrais pas passer pour, je sais pas quoi, le vilain crapaud qui peut vous manger, mais je veux dire, je suis d'accord avec l'analyse que vous venez de faire, là, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un paradoxe, quoi. D'un côté, l'abstention qui semble signifier une volonté politique, et de l'autre, le mal que vous avez à renouveler, enfin, à avoir des nouvelles têtes, etc. Donc, c'est un problème pour tout le monde, pour vous comme pour tout citoyen, quoi. J'avoue que moi j'ai pas de réponse. Je suis à la fois étonné de voir que la démocratie elle existe dans les conseils municipaux, conseils communautaires peut-être, mais c'est très peu de choses, quoi. C'est très très peu de choses. C'est vrai que à votre corps défendant sans doute, mais votre parole, elle est monopolisée, quoi. Voilà, c'est vous qui parlez. Il n'y a pas beaucoup de discussion, pas beaucoup de reconnaissance d'erreur comme vous venez de le faire. Alors je ne sais pas par où ça passe encore, hein, mais si on trouve la recette, on vous la donnera. Nous, notre recette, c'est Canal Pourpre, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un gros problème. Bon, alors, on va passer à la réforme territoriale, enfin, à cette réforme en voie en processus d'achèvement. Les députés et les sénateurs viennent apparemment de se mettre d'accord sur une carte de France à peu près nouvelle. Vous en pensez quoi de cette réforme le plus globalement possible? En gros, vous êtes d'accord? Comment ça se passe?
Mais sur la réforme territoriale pour les régions, effectivement, cette grande région Aquitaine, ça fait a priori un petit peu peur. Effectivement. Et vous, personnellement, vous êtes plutôt d'accord avec cette régionalisation de la vie politique ou... Mais il est indispensable qu'il y ait quand même un territoire qui soit dédié à une activité économique. Ça vous paraît correct avec Bordeaux comme métropole avec, Bordeaux, oui, je pense que c'est vraiment la ville-centre qui est représentative de l'ensemble de ce territoire. Ouais. Je crois que ce qui me fait un petit peu peur, c'est l'axe littoral. J'ai peur de cette prédominance par rapport à nous qui sommes quand même un territoire plutôt rural, éloigné du littoral. Donc voilà, comme il y a quand même une large part de côte sur cette région. L'urbain et le rural. L'urbain et le rural me fait un petit peu peur, quoi. Ça c'est clair. Mais bon, nous serons là pour essayer de mettre toute notre énergie pour retenir l'attention. Là-dessus, rural et urbain, c'est une distinction qui est discutable, hein, comme toutes les distinctions. On parle beaucoup de périurbain, par exemple, histoire de mettre un peu l'accent sur des marges un peu incertaines. Moi, j'habite à Limbras, je suis probablement un rurbain ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Mais quand même, vous pensez que cette distinction ruralité-urbanité, elle a du sens aujourd'hui ? Mais moi, j'ai toujours conscience que dans nos territoires ruraux, on a de plus en plus de mal à attirer des entreprises, à attirer des populations jeunes. Donc, quand même, ça crée un malaise. Alors que les grandes métropoles n'ont aucun problème là-dessus. C'est la même chose pour la désertification médicale, par exemple. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une véritable problématique qui est liée à la ruralité. Est-ce qu'elle est installée, cette problématique, ou c'est juste un moment comme ça où on ne sait pas très bien où on va, mais... Non, elle est installée pour moi. Oui, vous pensez que c'est ce qui était important dans cette réforme territoriale, c'est qu'effectivement, les régions puissent être définies parce qu'on considère qu'elles ont le monopole de la compétence en matière de développement économique. Bon. Les découpages qui ont été proposés partent des régions déjà préexistantes. Sans doute... On est passé de 22 à 13. On est passé de 22 à 13, mais sans doute des regroupements de départements auraient peut-être été un peu plus pertinents si on pense notamment à Poitou-Charentes, ou si la Charente-Maritime sont naturellement tournées vers nous. On voit bien que les Deux-Sèvres et la Vienne, c'est pas forcément le cas. En même temps, même pour Christiane, notre cœur à nous était sans doute peut-être plus tourné vers Toulouse et Midi-Pyrénées. On est un peu plus sud-ouest que la haute partie, le futur nord de la grande région. Bon, ce découpage a été proposé. Il permet en tout cas au département de la Dordogne d'avoir un nouveau rôle central dans cette région. L'expérience que vous avez jusqu'à présent de la régionalisation, parce qu'elle ne date pas d'hier quand même, vous paraît plutôt positive, de ce point de vue du monopole économique dont vous parliez. Elle nous paraîtra plus... Alors oui, elle nous paraît plus positive, parce que quand on voit ce que propose la région avec son fameux cadet, qui est vraiment l'idée qu'il va falloir avoir des contrats de territoire pour développer économiquement la région, ça nous semble plus adapté. Ensuite, ce nouveau découpage... Jusqu'à présent, vous êtes plutôt content de l'expérience régionale, enfin. Oui, mais c'est... Encore une fois, moi je suis plus un homme du département. Non, alors je suis peut-être un archaïque de la Révolution. De département. Mais se départir, ça veut dire se séparer. Et on appelle ça un département. Mais je ne crois pas que ça veut se départir, parce que c'est aussi la manière de maintenir du lien social. Moi, je suis très choqué d'entendre d'autres collectivités territoriales dire le social, on n'en veut pas. Et bien enfin, mais qui a le courage de dire une chose, enfin le courage ou le mépris de dire une chose pareille? Le social, on n'en veut pas. Heureusement que le département est là, et nous, si on est candidat, c'est parce qu'on a envie de faire du social. C'est 200 millions d'euros sur 500 millions de budget. Donc le social, l'économie sociale et solidaire, on parle de Canal Pourpre. Vous appartenez à cette grande famille. On aimerait bien, oui. On n'est pas là pour faire... Vous êtes associatif. Oui. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Non.
Dans l'économie sociale et solidaire, c'est exactement la même chose. Oui. Moi, j'ai été président d'une association d'aide à domicile. Oui. Je me sens pas à l'aise à l'Assemblée Générale du MEDEF ou de la CGPME. Je suis pas représenté par ces gens-là. Et pourtant, nous avions une centaine d'emplois. Des femmes en contrat à durée indéterminée, des contrats de 35 heures. Les 2 associations d'aide à domicile de Bergerac, je prends cet exemple que je connais bien, c'est plus de 200 emplois. Bien sûr. Donc, ça veut bien dire qu'il y a la place pour le département pour défendre une autre idée de l'économie. L'économie sociale et solidaire, c'est ce secteur. Est-ce que ça tient vraiment à la partition du département, ou bien est-ce que ça tient pas plutôt aux caractéristiques de notre territoire, où en effet, vous avez raison, le social, le solidaire, l'associatif sont extrêmement présents. Et donc, mais est-ce que le département y est pour quelque chose? Vous êtes sûr de ça? Si le département disparaît dans un territoire comme le nôtre... Non, je sais bien qu'il y est pour quelque chose, je m'exprime mal, parce qu'effectivement, mais est-ce que ça tient à la découpe territoriale du département, ou bien tout simplement pas à des fonctions, à des compétences qui sont depuis longtemps... c'est des compétences, j'ai envie de dire, de péréquation. Et qui pourraient très bien être plus largement comprises, enfin d'équilibre. Par une autre chose que le département, je sais pas. C'est-à-dire que le département est l'unité territoriale qui permet un peu de compenser les déséquilibres qu'il y a sur un territoire. Comme moi, l'origine des départements, il fallait aller à cheval au chef-lieu. Au chef-lieu. Bon. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, comment on va réussir des dynamiques territoriales? Oui. Si on prend l'exemple notamment du tourisme. Oui. Le tourisme, aujourd'hui, nous avons une locomotive touristique en Dordogne qui est l'ASCO. L'ASCO 3 autour du monde et l'ASCO 4 avec le PIP, le château de campagne, etc. Si nous, à Bergerac, nous sommes capables de nous intégrer dans cette dynamique, de par l'aéroport, de par l'autoroute A89, qu'on arrive à être un peu la base arrière de tout cela, et gagner cette fameuse nuitée, voilà comment Bergerac, grâce à la politique du département, s'intègre dans une dynamique territoriale. Sur le social, la solidarité, il n'y a que le département qui peut effectivement gérer les places en maison de retraite, mais qui peut aussi avoir le recul nécessaire par rapport à l'attribution de l'allocation personnalisée et d'autonomie pour les personnes âgées, ou l'attribution du revenu de solidarité active. Vous voulez dire que si, une fois élus territoriaux, on vous propose un autre montage territorial que le département, vous le refuserez absolument. Enfin... C'est pas aujourd'hui ce qui, moi, philosophiquement et politiquement, me paraît plus urgent. Aujourd'hui, de par mon expérience, il me semble que l'urgence, elle est de ce côté-là. D'accord. Et qu'il y a un vrai levier sur le territoire. Vous n'êtes pas accroché au département comme l'huître à son rocher. Non, mais je considère que c'est aujourd'hui la collectivité territoriale c'est la seule collectivité territoriale avec la mairie d'une certaine manière, mais qui est dans un rapport encore plus de proximité, mais qui a ce lien avec l'humain. C'est-à-dire que l'humain est placé au cœur des préoccupations. Je connais ce discours, enfin tout le monde connaît ce discours, mais pas très convaincant. Enfin, en particulier en Dordogne, enfin je veux dire, ça fait 30 ans que le président du Conseil général est toujours le même, quoi. Mais parce que vous vous attachez aux personnes. Ah non, mais parce que d'abord ça fait 20 ans qu'il est président, même si ça fait effectivement beaucoup. Mais en 20 ans, ce département a considérablement changé. Et c'est ça qu'on ne mesure pas. On ne mesure pas que la totalité des maisons de retraite du département ont été revues, corrigées. Ouais. Il y a 25 ans, 30 ans, vous aviez des maisons de retraite qui étaient proches du mouroir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La totalité des collèges ont été revus et entretenus. Les réseaux routiers, il y a 30 ans, en Dordogne, on riait de notre réseau routier. Je fais partie des gens qui pensent que avec d'autres, ça se serait passé aussi. Donc, ce qui m'embête là-dedans, c'est le côté, encore une fois, monopolistique de cette affaire. Alors, ça se serait passé aussi, mais en même temps, comment expliquer qu'en 1994, quand Cazot est devenu président, la majorité était de 2 sièges, et qu'aujourd'hui, on soit arrivé à 40 à 10 ? Si on vous répond clientélisme et allons-y, on va lâcher le grand mot de corruption et de prévarication, ça vous fait pas peur, non? Ah non. Parce qu'une fois que vous êtes sur place, vous pouvez donner des petits trucs. Le clientélisme, les gens appellent ça des places sous. Le clientélisme, il aurait été vu. L'aide sociale, par exemple. L'aide sociale, elle est gérée. Elle n'est pas gérée par les élus. Elle est gérée par ce qu'on appelle les travailleurs sociaux du département. Ce sont des personnels qui sont l'honneur de la fonction publique territoriale. Ils ne comptent pas leurs heures,
Ils sont dans un rapport à l'humanité qui est extrêmement important. Ils sont en première ligne sur des situations de détresse sociale qu'on ne peut pas imaginer quand on ne les a pas côtoyés. Et là, il n'y a pas de clientélisme. Par contre, attribuons ces compétences à des collectivités locales beaucoup plus petites. Je ne suis pas certain qu'il n'y aurait pas ce rapport de clientélisme-là. Donc le département, par rapport à ça, justement, c'est quand même une certaine neutralité. S'il y avait eu clientélisme, je pense que la Cour des comptes ou la Chambre régionale l'aurait pointé. Le département de la Dordogne est quand même un département qui n'est pas endetté au-delà de 8 ans, qui a un excédent brut d'exploitation de plus de 20 millions d'euros, c'est-à-dire que la différence entre les dépenses et les recettes, il y a 20 millions d'euros d'excédent. C'est-à-dire que quand on a fermé la boutique, il reste encore 20 millions d'euros, donc ça veut dire qu'on ne paye pas pour les dettes. D'accord. Pour un département plutôt modeste comme le nôtre, parce qu'on est quand même un département qui n'est pas riche, on ne peut pas dire que ce soit une très mauvaise gestion qui a été apportée pendant 20 ans. Inch'Allah, Dieu merci, Dieu vous entende. Très bien. Et puis le renouvellement, il se fait maintenant. Oui. Dites donc, alors, revenons-en au détail de ces élections territoriales. Donc, les cantons ont été redessinés. On demande à des couples, des binômes. Il faut une femme, un homme, et toujours un comme candidat et candidate. Ça vous va? Vous êtes content de ça? Moi, je ne peux que défendre la présence des femmes. Le Conseil général était jusqu'à présent essentiellement masculin. Je me réjouis franchement de la participation, même obligatoire, de femmes dans ce nouveau territoire donc départemental. Dans vos rêves, vous pensez à quoi en disant c'est génial, on va être la moitié. Alors, non, c'est pas du tout dans un esprit de revanche en dire voilà, les femmes ont gagné. Non, je pense qu'il est normal. Au vu de la société actuelle, que les femmes aient leur place dans ces instances. Dans vos rêves, vous attendriez quoi comme ça, en rêvant un peu, mais cette féminisation j'attends simplement la parole donnée aux femmes avec leur façon de voir les choses, de concevoir les choses, parce que non, mais une femme, sont quand même de nature différente, avec leurs spécificités. Je les respecte et je trouve normal que les femmes soient à ce niveau-là. Mais dans votre expérience jusqu'à présent, où effectivement vous avez raison, vous avez vécu dans un monde politique essentiellement mâle, viril, masculin, et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru est-ce qu'il y a une fois ou deux où vous vous êtes dit tiens, ça, c'est parce que c'est des mecs, si c'était des nanas, elles n'auraient pas fait comme ça. Enfin, je sais pas. Bon, je ne vais pas stigmatiser ici le machisme voilà, reconnu. Donc non, mais dans tous les cas, il est temps de passer à une représentativité normale dans la société. C'est sûr. Voilà. Et puis bon, pour revenir à votre question précédente, là, moi je suis très attachée au territoire Périgord. Je suis très attachée à ce label Périgord parce que je crois qu'il a une réelle attractivité nationale et internationale et vraiment je crois qu'il y a un territoire qui a vraiment des critères de qualité, des productions de qualité qu'il faut mettre en avant et en valeur. Et voilà, donc je défends ça. Même nous d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle Pourpre. Voilà. On n'a pas manqué le truc. Oui, bon, alors sur cette nouvelle formule des élections territoriales, là, la parité et tout ça. Moi, sur la parité, alors là, j'appartiens à une génération où c'est quand même quelque chose qui est plutôt normal. La bonne surprise pour nous, c'est que non seulement on est paritaire, mais on est aussi des candidats de renouvellement. Donc on a essayé de faire vraiment le grand ménage, en tout cas une belle proposition alternative. Sur la parité, c'est vrai qu'il n'y a que 4 conseillères générales aujourd'hui en Dordogne. Et qui ont su, c'est incroyable, et qui ont su par contre trouver leur place de manière assez remarquable. La dernière venue, Annick Sedan par exemple, qui a été élue à la suite du décès du conseiller général d'Exideuil, s'est imposée sur le territoire avec une force incroyable. Il y a eu des épisodes de grêle il y a 1 an ou 2. Elle était sur le terrain, elle a montré qu'elle a porté sa patte, sa compréhension. Peut-être que là aussi il y avait un rapport de proximité différent. Elle a été élue maire d'Exideuil dans la foulée, ce qui prouve bien qu'elle s'impose. Colette Langlade, conseillère générale, elle aussi suite à un décès, celui de Michel Debé,
rentre à l'Assemblée nationale, devient député, réélu au premier tour en 2012, et là réélu conseillère générale sans aucun. Encore des cumuls. Mais ça prouve aussi. Pareil que les mecs. Oui, mais ça sur le cumul, je crois que c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps. Le mandat parlementaire ne pourra plus, à partir de 2017, être cumulé avec un exécutif local. C'est vrai. Il y a encore d'autres choses à avancer, notamment les exécutifs locaux, peut-être les limiter dans le temps. On voit que par exemple dans certaines démocraties, avec toutes les limites que peut avoir la démocratie américaine par exemple, la limite du cumul dans le temps permet un renouvellement de la classe politique un peu plus fréquent. Bon, ça, on est encore très très loin de cette limite. Même question pour Mme Delpont. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie politique passée où vous vous êtes dit, si on n'était pas que des mecs, ou en majorité des mecs, on aurait fait autrement? Est-ce qu'il y a des moments où vous... Oui, parce que... Non, mais je posais la question à Fabien, parce que je lui demandais, mais réfléchissez, vous allez répondre. Lui, vous avez comme ça des... Non, parce que... j'ai pas d'a priori sur le déterminisme masculin. Flagrant qui est une décision masculine plutôt que féminine, quoi. Oui, parce que moi mon expérience politique c'est celle du mandat municipal où l'exécutif était déjà paritaire, il y avait autant d'hommes que de femmes. Il y avait dans notre équipe municipale des femmes de caractère. Donc les maires ont toujours été des mecs. Alors oui, ça reste l'exemple. Mais on a eu des adjointes importantes. Je dis sur les parlementaires, on voit que ça évolue aussi. Bon, voilà, c'est pas... Excusez-moi, je vous ai coupé, vous alliez dire quelque chose. Il me semble que dans les élus féminines, il y a une relation peut-être plus en proximité avec la population. Hein. C'est vrai. C'est vrai, je le crois. Mais je me demandais s'il y avait des exemples de ce genre de... Je n'ai pas d'exemple précis. De tendance plus masculine ou féminine dans telle ou telle décision, quoi. Je ne sais pas, dans tel ou tel épisode, comme ça, ouais. Bon, bref. Donc, on rentre un petit peu plus dans le détail de cette territoriale-là. Donc, tous les partis sont représentés, alors vous m'avez dit avec des alliances, vous ici c'est plutôt avec le PRG, ailleurs ça pourrait être avec le Front de gauche, pour l'instant pas avec les Verts je crois. Non, parce que les Verts n'ont pas souhaité, au niveau du département, partir de manière conjointe avec nous. D'accord. Bon, moi je regrette cette décision. Parce que dans la dynamique que nous on proposait sur notre candidature, c'était celle effectivement d'ouvrir au-delà de notre parti. Moi je pense que l'hégémonie en politique, c'est au mieux une imposture idéologique, au pire un suicide électoral. Donc dans cet écueil-là, il faut ouvrir. Et que par rapport notamment à la grève des électeurs dont je parlais tout à l'heure, il y a un travail de campagne à faire. Et on y reviendra tout à l'heure, de proximité et de conviction, de contrat de confiance qu'on va devoir établir là dans les mois qui viennent. Mais au-delà de ça, il y avait le risque, avec le mode de scrutin tel qu'il est défini, de voir la gauche complètement éliminée dès le premier tour, puisqu'il faut faire 12,5% des inscrits. Et que l'éparpillement des voix de gauche du Front National, laisse l'hypothèse d'avoir un duel entre la droite, et ce n'est pas injure à faire à nos adversaires, mais qui sont peu connus et peu reconnus encore, et le Front National, et le risque d'envoyer 2 conseillers territoriaux du Front National pour Bergerac. Donc, non mais ça, on fait confiance pour... Là, nous, on a assumé nos responsabilités politiques. Ma question était aussi à double fond, parce que vous allez aussi tous vous réclamer de la société civile, vous l'avez fait tout à l'heure avec les copains à vous, là, mais... qu'est-ce que vous dites aux électeurs, les fameux grévistes ou je sais pas quoi, qui vous diront c'est encore les partis qui se taillent toute la part, quoi. Pas seulement la part du lion, mais toute la part. C'est-à-dire qu'il n'y a que des cycles PRG, Front de gauche, FN, PS, etc. Et il n'y a personne, disons, d'inconnus, sans étiquette, machin. Christiane défendra la société civile, mais on n'est pas, nous, des militants politiques hors sol. J'en connais, qui n'en fait en tout cas pas hors parti, ça c'est sûr. Mais parce que
J'ai un certain nombre de convictions. J'ai encore des débats à mener au sein de ma famille politique, parce que pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, mais ça, c'est des choses qu'on règle en interne. Par contre, qu'est-ce qu'on va dire à ces grévistes? Parce que derrière la caméra, il y a un type qui s'est présenté au municipal. Oui, mais moi j'ai retenu de son expérience, parce que ça m'a en tout cas interpellé à l'oreille. C'est que dans cette élection, s'il reste gréviste, nous serons battus. C'est rare de se présenter à une élection et de dire nous serons battus. Ça s'appelle du chantage. Non, parce que je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. Oui, allez-y. Par contre, pourquoi nous faire confiance à nous plutôt qu'aux autres? C'est la base du contrat de confiance qu'on va essayer d'établir avec les électeurs. Nous n'allons pas tout vous imposer d'en haut. Nous allons avoir un local de campagne, ça ne sera pas une permanence, ça va être une maison citoyenne. On va diffuser au mois de janvier notre premier document de campagne. On va solliciter l'avis des électeurs, des Bergeracois, sur un certain nombre d'orientations qu'on va leur proposer. Est-ce que, j'ai pas eu la curiosité de regarder, mais est-ce que les chiffres de l'abstention sont semblables pour les cantonales que pour n'importe quelle autre élection? Elles sont généralement un peu plus fortes que pour les municipales, donc l'inquiétude elle est là. Oui, c'est ça. Et en plus ces élections ne sont pas connues. Donc les solliciter pendant la campagne, les solliciter une fois par semaine jusqu'à la mi-février et même après jusqu'au premier tour, pour nous rencontrer, pour échanger sur le dossier, sur le programme, sur les orientations, de façon à ce qu'on ait ce lien. Mais, une fois que nous serons élus, ça veut dire que nous aurons fait l'effort de conviction. Oui. Il ne faudra pas les oublier. Voilà. C'est pas l'idée. Allez, au revoir et merci, on se revoit dans 6 ans. Comment on fait pour continuer ce travail tous ensemble, dans le cadre de la maison citoyenne, par exemple, mais aussi dans l'espèce de conseil citoyen du canton, sur lequel on va essayer de continuer à défendre, nous, ce qu'on ira voir à Périgueux, et faire ce retour et cet échange permanent. C'est peut-être la première fois dans notre famille politique à nous qu'on va axer, nous, notre campagne, sur cette démarche de démocratie participative. Oui. Ah, Philippe a une question. Est-ce que c'est pas un petit peu cette décision, cette proposition, ce projet ressemble curieusement à ce que Brigitte Allain mène en tant que députée? Est-ce que ça vous a inspiré? Première question. Et deuxième question, ce conseil citoyen, il aurait quelle forme? Est-ce que ça serait un conseil citoyen à partir d'un tirage au sort des citoyens du canton, ou est-ce que ça serait porte ouverte à qui veut? Alors, ce que fait Brigitte Allain... Tu vois pas la différence entre tirage au sort et porte ouverte à qui veut, c'est pareil? Non. Ah ce que fait Brigitte Allain est évidemment intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris, par exemple, de quelqu'un qui était dans le conseil municipal avec moi, qui était Christian Sobadu, qui est Europe Écologie Les Verts, mais avec qui l'échange a été extrêmement important. De par ma génération, c'est vrai que la démocratie participative, c'est pas qu'un concept. Si on part de la crise de la démocratie, si on veut essayer d'enrayer le phénomène, la réponse, elle est d'abord locale et exclusivement locale. C'est l'échelon de proximité qui permettra de retisser le lien. Et donc, il faut effectivement associer les citoyens. Après, les magistrats de la FEV, le tirage au sort, moi, je ne considère pas ça comme très judicieux. S'il y a 3 personnes, s'il y a 10 personnes, s'il y a 20 personnes, s'il y a 50 personnes, c'est de notre responsabilité d'ouvrir les portes et de nous organiser pour leur permettre à chacun de s'exprimer. C'est quand même le principe des jurés d'assises qui ne fonctionne pas si mal que ça. Oui, mais je crois que la défiance entre le politique et le citoyen est telle qu'on ne peut pas se permettre, nous, à notre niveau, de pouvoir exclure des gens qui auraient fait la démarche volontaire de vouloir participer, même s'ils ne pensent pas comme nous. J'ai envie de dire, tant mieux si vous venez participer à nos réunions, vous venez nous porter la contradiction parce que vous êtes très exigeants, c'est aussi pour ça qu'on aime cet échange et qu'on va avancer ensemble. Juste repréciser, ce conseil citoyen, ce serait après votre éventuelle élection. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait une forme décisionnelle dans ce conseil citoyen? Parce que je ne crois pas que ça serait le cas, ou ce serait purement
allez, on va le dire vite, une façade de démocratie participative. Non, parce que, alors, décisionnel, c'est difficile d'être décisionnel parce que le conseil départemental, c'est lui qui décide. Oui. Par contre, ce qu'on veut essayer d'instaurer, c'est un peu d'impérativité dans le mandat représentatif. Comment, effectivement, nous allons rendre des comptes réguliers et comment un certain nombre de politiques départementales vont être rediscutées avec les citoyens. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans notre plateforme départementale de programme, avec Germinal Perrault, nous allons proposer sur l'ensemble du territoire départemental des grandes assises de la Dordogne. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande phase à partir du mois de septembre 2015, si nous sommes élus, de consultation de l'ensemble de la population du département. Des états généraux. D'une certaine manière, pour définir les grandes orientations de la politique départementale et leurs modalités d'application par rapport à ce qui aura été voté dans le programme. Donc il va y avoir cette phase-là, mais il va falloir la continuer. Et nous, c'est ce qu'on se propose de décliner localement. Ok, on va pas commencer la campagne électorale tout de suite. Merci pour toutes ces. Vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Delpont? Non, ça va. Ça ira, merci. Merci pour tout ça. On va vous souhaiter bonne chance, évidemment. Alors, oui, enrayer la crise de la démocratie participative. À moins que la démocratie participative ne puisse exister et prospérer que dans la crise. Ça, c'est possible aussi. Pourquoi il faudrait enrayer les crises? Après tout, il y a d'autres crises bien plus sévères, comme celle de notre planète tout entière. Et donc, peut-être que c'est dans la crise qu'on réfléchit. Peut-être que c'est dans la crise qu'il se passe des trucs et il ne faut peut-être pas chercher trop à enrayer les crises. Enfin, bref, voilà. Merci beaucoup. Merci vous revenez quand vous voulez. Et à la prochaine peut-être. Merci Philippe pour tes intéressantes questions.